Section 5 de la Chasse-Galerie, Légende canadienne. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Aldor. La Chasse-Galerie, Légende canadienne de Honoré Beaugrand, Section 5, Le Père Louison. Partie 1. C'était un grand vieux sec, droit comme une flèche, comme on dit au pays, au teint basané, et la tête et la figure couvertes d'une épaisse chevelure et d'une longue barbe poivre et sel. Tous les villageois connaissaient le père Louison, et sa réputation s'étendait même aux paroisses voisines. Son métier de canotier et de passeur le mettait en relation avec tous les étrangers qui voulaient traverser le Saint-Laurent, large en cet endroit d'une bonne petite lieue. On l'avait surnommé le Grand Tronc, et c'était généralement par ce sobriquet cocasse qu'on le désignait lorsqu'on glosait sur son compte. Pourquoi le Grand Tronc? Mystère, car le père Louison n'avait rien pour rappeler cette voie ferrée qui provoquait de si acrimonieuses discussions dans les réunions politiques de l'époque. Quelques-uns disaient que le nom provenait de la longueur de son canot, creusé tout d'une pièce dans un tronc d'arbre gigantesque. Si tout le monde au village connaissait le Grand Tronc, personne ne pouvait en dire autant de son histoire. Il était arrivé à elle il y avait bien longtemps. Les anciens disaient qu'il y avait au moins 25 ans, sans tambour ni trompette. Il avait acheté sur les bords du Saint-Laurent, tout près de la Grève, et à quelques arpents de l'église, un petit coin de terre grand comme la main, où il avait construit une misérable cahute sur les ruines d'une cabine de bateau qu'il avait trouvée un beau matin, échouée sur une batture voisine. Il gagnait péniblement sa vie à traverser les voyageurs d'une rive à l'autre du Saint-Laurent et à faire la pêche depuis la débâcle des glaces jusqu'au dernier jour d'automne. Il était certain de prendre la première anguille, le premier doré, le premier achigan et la première alose de la saison. Il faisait aussi la chasse à l'outarde, au canard, au pluvier, à l'alouette et à la bécasse, avec un long fusil à pierre qui paraissait dater du régime français. On ne le rencontrait jamais sans qu'il eût soit son aviron, soit son fusil, soit sa canne à pêche sur l'épaule, et il allait tranquillement son chemin, répondant amicalement d'un signe de tête aux salutations amicales de la plupart et aux timides coups de chapeau des enfants qui le considéraient bien tous comme un croque-mitaine qu'il fallait craindre et éviter. Si l'on ignorait sa véritable histoire, on ne s'en était pas moins fait un devoir religieux de lui en broder une, plutôt mauvaise que bonne, car le père Louison aimait et pratiquait trop la solitude pour être devenu populaire parmi les villageois. Il se contentait généralement d'aller offrir sa pêche ou sa chasse à ses clients ordinaires, le curé, le docteur, le notaire et le marchand du village, et si le poisson ou le gibier était exceptionnellement abondant, il allait écouler le surplus sur les marchés de Joliette, de Sorel et de Berthier. Si on se permettait parfois de gloser sur son compte, on ne pouvait cependant pas l'accuser d'aucun méfait, car sa réputation d'intégrité était connue à 10 lieues à la ronde. Il avait même risqué sa vie à plusieurs reprises pour sauver des imprudents ou des malheureux qui avaient failli périr sur les eaux du Saint-Laurent, et il s'était notamment conduit avec la plus grande bravoure pendant une tempête de Serouet qui avait jeté un grand nombre de bateaux à la côte, en volant à la rescousse des naufragés avec son grand canot. Monsieur le curé affirmait que le père Louison était un brave homme, qui s'acquittait avec la plus grande ponctualité de ses devoirs religieux. Toujours prêt à rendre un service qu'on lui demandait, il se faisait toutefois un devoir de ne jamais rien demander lui-même, et c'était là probablement ce qu'on ne lui pardonnait pas. Le monde est si drôlement et si capricieusement égoïste. Chaque soir, à la brunante des longs jours d'été, le vieillard allait mouiller son canot à 2 ou 3 encablures de la rive, dans un endroit où il tendait son varveau ou ses lignes dormantes. Assis au milieu de son embarcation, il restait là, dans la plus parfaite immobilité, jusqu'à une heure avancée de la nuit. Sa silhouette se découpait d'abord, nette et précise, sur le miroir du fleuve endormi,
mais prenait bientôt des lignes indécises d'un tableau de millet dans l'obscurité, alors que l'on n'entendait plus que le murmure des petites vagues paresseuses qui venaient caresser le sable argenté de la grève. La frayeur involontaire qu'inspirait le père Louison n'existait pas seulement chez les enfants, mais plus d'une fillette superstitieuse, en causant avec son amoureux, sous les grands peupliers qui bordent la côte, avait serré convulsivement le bras de son cavalier en voyant au large s'estomper le canot du vieux pêcheur dans les dernières lueurs crépusculaires. Bref, le pauvre vieux était plutôt craint qu'aimé au village, et les gamins trottinaient involontairement lorsqu'ils apercevaient au loin sa figure taciturne. Chapitre 2. Il y avait à elle un mauvais garnement, comme il s'en trouve dans tous les villages du monde. Et ce gamin détestait tout particulièrement le père Louison, dont il avait cependant une peur terrible. Le vieux pêcheur avait attrapé notre polisson un jour que celui-ci était en train de battre cruellement un vieux chien barbé qu'il avait inutilement tenté de noyer. Le vieillard avait tout simplement tiré les oreilles du gamin en le menaçant de faire connaître sa conduite à ses parents. Or le père du gamin en question était un mauvais coucheur nommé Rivet, qui cherchait plutôt qu'il n'évitait une querelle, et un matin que le père Louison réparait tranquillement ses filets devant sa cabane, il s'entendit apostropher. Eh, dites donc, vous là, le grand tronc, qu'est-ce qui vous a permis de mettre la main sur mon garçon? Votre garçon battait cruellement un chien qui n'avait pu noyer, et j'ai cru vous rendre service en l'empêchant de martyriser un pauvre animal qui ne se défendait même pas. Ce n'était pas de vos affaires, répondit Rivet, et je ne sais pas ce qui me retient de vous faire payer tout de suite les tapes que vous avez données à mon fils. Et l'homme élevait la voix d'un ton menaçant, et quelques curieux s'étaient déjà réunis pour savoir ce dont il s'agissait. Pardon, mon ami, répondit le vieillard tranquillement. Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour bien faire, et vous savez de plus que je n'ai fait aucun mal à votre enfant. Ça ne fait rien, vous n'aviez pas le droit de le toucher. Et il s'avança, la main haute, sur le vieux pêcheur qui continuait tranquillement à refaire les mailles de son filet. Le vieillard leva les yeux, alors qu'il était trop tard pour parer un coup de poing qui l'atteignit en pleine figure, sans lui faire cependant grand mal. Il fallut voir la transformation qui s'opéra dans toute la physionomie du père Louison à cet affront brutal. Il se redressa de toute sa hauteur, rejeta violemment le filet qu'il tenait des deux mains, et bondit comme une panthère sur l'audacieux qui venait de le frapper sans provocation. Ses yeux lançaient des éclairs de colère, et avant qu'on eût pu l'en empêcher, il avait saisi son adversaire par les flancs et, le soulevant comme il aurait fait d'un enfant au-dessus de sa tête et à la longueur de ses longs bras, il le lança avec une violence inouïe sur le sable de la grève en poussant un mugissement de bête fauve. Le pauvre diable, qui avait pensé s'attaquer à un vieillard impotent, venait de réveiller la colère et la puissance d'un Hercule. Il tomba sans connaissance, incapable de se relever ou de faire le moindre mouvement. Le père Louison le considéra pendant un instant, un seul, et, se précipitant sur lui, le ramassa de nouveau, en s'avançant vers les eaux du fleuve, le tint un instant suspendu en l'air, et le rejeta avec force sur le sable mouillé et durci par les vagues. La victime était déjà à demi morte, et s'écrasa avec un bruit mat, comme celui d'un sac de grains qu'on laisse tomber par terre. Les spectateurs, qui devenaient nombreux, n'osaient pas intervenir et regardaient timidement cette scène tragique. Avant même qu'on eût pu faire un pas pour l'arrêter, le vieux pêcheur s'était encore précipité sur Rivet, et cette fois, le tenant au bout de ses bras, il était entré dans l'eau en courant, dans l'intention évidente de le noyer. Une clameur s'éleva parmi la foule. « Il va le noyer! Il va le noyer !» Et en effet, le père Louison avançait toujours dans les eaux qui lui montaient déjà jusqu'à la taille. Il n'allait plus si vite, mais il continua toujours jusqu'à ce qu'il en eût jusqu'aux aisselles. Alors, balançant le pauvre Rivet 2 ou 3 fois au-dessus de sa tête, il le plongea dans le fleuve à une profondeur où il aurait fallu être bon nageur pour pouvoir regagner la rive. Le vieillard parut ensuite hésiter un instant,
comme pour bien s'assurer que sa victime était disparue sous les eaux, puis il regagna le rivage à pas mesurés et alla s'enfermer dans sa misérable cabane, sans qu'aucun des curieux qui se trouvaient sur son passage eût osé lever la main ou même ouvrir la bouche pour demander grâce pour la vie du malheureux Rivet. Dès que le père Louison eut disparu, tous se précipitèrent cependant vers les canots qui se trouvaient là, pour voler au secours du noyé qui n'avait pas encore reparu à la surface. Mais l'émotion du moment empêchait plutôt qu'elle n'accélérait les mouvements de ces hommes de bonne volonté, et le pauvre Rivet aurait certainement perdu la vie si des sauveteurs inattendus n'étaient venus à la rescousse. Une cage descendait au large avec le courant, et un canot d'écorce contenant 2 hommes s'en était détaché. Il n'était plus qu'à 2 ou 3 arpents du rivage lorsque le père Louison s'était avancé dans le fleuve pour y précipiter son agresseur. Les 2 hommes du canot avaient suivi toutes les péripéties du drame et, au moment où le corps du pauvre Rivet reparaissait sur l'eau après quelques minutes d'immersion, ils purent le saisir par ses habits et le déposer dans leur embarcation, aux applaudissements de la foule qui grossissait toujours sur la rive. 2 coups d'aviron vigoureusement donnés par les 2 voyageurs firent atterrir le canot, et l'on débarqua le corps inanimé du pauvre Rivet pour le déposer sur la grève en attendant l'arrivée du curé et du médecin qu'on avait envoyé chercher. Ce n'était pas trop tôt, car l'asphyxie était presque complète, et il fallut recourir à tous les moyens que prescrit la science pour les secours aux noyés, afin de ramener un signe de vie chez le malheureux Rivet, dont la femme et les enfants étaient accourus sur les lieux et remplissaient l'air de leurs lamentations et de leurs cris de désespoir. Le curé avait pris la précaution de donner l'absolution in articulum mortis, mais l'homme de science déclara avant longtemps qu'il y avait lieu d'espérer, et l'on transporta le moribond chez lui, où il reçut la visite et les soins empressés de toutes les commères du village. Chapitre 3. S'il était vrai que le père Louison jouissait de la réputation d'un homme paisible et inoffensif, et que Rivet, au contraire, passait pour un homme grincheux et querelleur, une vengeance aussi terrible pour un simple coup de poing ne pouvait manquer néanmoins de produire une émotion générale chez tous les habitants de L. Le curé, le notaire, le médecin et les autres notables de l'endroit se réunirent le même soir chez le capitaine de milice, qui était en même temps le magistrat de la paroisse, pour délibérer sur ce qu'il convenait de faire dans des circonstances aussi graves. Il fut décidé de tenir une enquête dès le lendemain matin et d'appeler le père Louison à comparaître devant le magistrat, en attendant que le médecin pût se prononcer de manière définitive sur l'état du malade, qui paraissait s'améliorer assez sensiblement cependant pour écarter toute idée de mort prochaine ou même probable. Le bailli du village fut chargé d'aller prévenir le vieux pêcheur d'avoir à se présenter le lendemain matin à 9 heures à la salle publique du village où se tiendrait l'enquête préliminaire, et cette nouvelle, jetée en pâture aux bonnes femmes, eut bientôt fait le tour du fort, comme on dit encore dans nos campagnes. Le père Louison n'avait pas reparu depuis qu'il s'était renfermé dans sa cabane. Aussi n'était-ce pas sans un sentiment de terreur que le bailli s'était approché pour frapper à sa porte, afin de lui communiquer les ordres du magistrat. « Monsieur Louison !» fit-il d'une voix basse et tremblante. Mais, à sa grande surprise, la porte s'ouvrit immédiatement, et le vieillard s'avança tranquillement. « Qu'y a-t-il à votre service, Jean Thomas ?»« Monsieur le magistrat m'a dit de vous informer qu'il désirait vous voir demain matin à la salle publique pour... Très bien, Jean Thomas. Dites à monsieur le magistrat que je serai là, à l'heure voulue. » Et il referma tranquillement la porte, comme si rien d'extraordinaire n'était arrivé, et comme s'il avait répondu à un client qui lui aurait demandé une brochée d'anguille ou de crapet. Chapitre 4. Le lendemain, à l'heure dite, la salle publique était comble et le médecin annonça tout d'abord que Rivet continuait à prendre du mieux. Un soupir de soulagement s'échappa de toutes les poitrines et l'enquête commença. Le père Louison avait été ponctuel à l'ordre du magistrat, mais il se tenait assis, seul, dans un coin, plié en deux, les coudes sur les genoux et la tête dans les 2 mains.
À l'appel du magistrat qui lui demanda de raconter les événements de la veille, tout en lui disant qu'il n'était pas forcé de s'incriminer, il se leva tranquillement et récita, les yeux baissés et d'une voix navrante de regret et de honte, tout ce qui s'était passé, sans en oublier le moindre incident. Il termina par ces mots. Je me suis laissé emporter par un accès de colère insurmontable, et je me suis comporté comme une brute, et non comme un chrétien. Je vous en demande pardon, monsieur le magistrat. J'en demande pardon à Rivet et à sa famille, et j'en demande pardon à messieurs les habitants du village qui ont été témoins du grand scandale que j'ai causé par ma colère et par ma brutalité. Je remercie Dieu d'avoir épargné la vie de Rivet, et je suis prêt à subir le châtiment que j'ai mérité. Heureusement pour vous, père Louison, répondit le magistrat, que la vie de Rivet n'est pas en danger, car il m'aurait fallu vous envoyer en prison. Il faut cependant que votre déposition soit corroborée, et je demande aux voyageurs qui ont sauvé Rivet de raconter ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont fait, et ce qui s'est passé à leur connaissance pendant l'affaire d'hier. Le plus âgé des voyageurs, qui était un enfant de la paroisse revenant de passer l'hiver dans les chantiers de la Gatineau, raconta simplement les faits du sauvetage et corrobora la déposition du père Louison. Son compagnon, qui était aussi un homme de la soixantaine, s'avançait pour raconter son histoire lorsqu'il se trouva face à face avec l'accusé qu'il n'avait pas encore vu. Il le regarda bien en face, hésita un instant, puis, d'une voix où se mêlaient la crainte et l'étonnement, « Louis Vanley !» Le père Louison leva la tête dans un mouvement involontaire de terreur et regarda l'homme qui venait de prononcer son nom, inconnu dans la paroisse de L. Les regards des deux hommes s'entrecroisèrent comme deux lames d'acier qui se choquent dans un battement d'épée préliminaire, puis s'abaissèrent aussitôt, et le vieil homme de cage raconta le sauvetage auquel il avait pris part et le drame dont il avait été témoin, sans faire aucune allusion à ce nom qu'il venait de jeter en pâture à la curiosité publique. Il était évident qu'en dépit des pénibles événements de la veille, les sympathies de l'auditoire se portaient vers le père Louison, et personne ne fit trop attention, si ce n'est le magistrat, à l'aparté qui venait de se produire entre le témoin et l'accusé. D'ailleurs, on est naturellement porté à l'indulgence chez nos habitants de la campagne, et l'enquête fut promptement terminée par le magistrat, qui enjoignit simplement au vieux pêcheur de retourner chez lui, de vaquer à ses occupations et de se tenir à la disposition de la justice. La foule se dispersa lentement, et le père Louison retourna s'enfermer dans sa cahute pour échapper aux regards curieux qui l'obstinaient. Le magistrat, avant de s'éloigner, s'approcha du dernier témoin et lui intima l'ordre de venir le voir chez lui le soir même, à 8 heures. Il voulait lui causer. Chapitre 5. Fidèle au rendez-vous qui lui avait été imposé, le vieux voyageur se trouva à l'heure dite en présence du juge, du curé et du notaire qui s'étaient réunis pour la circonstance. Il se doutait bien un peu de la raison qui avait provoqué sa convocation devant ce tribunal d'un nouveau genre. Aussi ne fut-il pas pris par surprise lorsqu'on lui demanda à brûle-pourpoint « Vous connaissez le père Louison depuis longtemps et vous lui avez donné le nom de Louis Vanley ce matin à l'audience. » « C'est vrai, monsieur le juge, » répondit le voyageur sans hésiter. « Dites-nous alors où, quand et comment vous avez fait sa connaissance. »« Oh, il y a longtemps, bien longtemps. C'était au temps de mon premier voyage à la Gatineau. Nous faisions chantier pour les Gilmour, et Louis Vanley et moi nous bûchions dans le même camp. C'était un bon travaillant, un bon équarrisseur et un bon garçon. Tout le monde aimait surtout à lui entendre raconter des histoires le soir autour de la cambuse. Un jour, une escouade de travailleurs nous arriva pour partager notre chantier, et il y en avait un parmi les nouveaux arrivants qui connaissait Vanley et qui venait de la même paroisse que lui, aux environs de Montréal. Ils se saluèrent à peine, et il était évident qu'il y avait eu une gribouille entre eux. Rien d'extraordinaire ne vint d'abord troubler la bonne entente, jusqu'à ce qu'un jour Vanley vint me trouver et me demanda de lui servir de témoin dans une lutte à coups de poing qu'il devait avoir le lendemain avec son coparoissien. « Nous aimons, me dit-il, la même fille au pays, et comme nous ne pouvons l'épouser tous les deux, nous voulons régler l'affaire par une partie de boxe. »
La proposition m'a paru assez raisonnable, car on se bat volontiers et pour de bien petites raisons dans les chantiers. J'acceptai donc, et le lendemain matin, de bonne heure, avant l'heure des travaux, les adversaires étaient face à face dans une clairière voisine. La bataille commença assez rondement, mais à peine les premiers coups avaient-ils été portés que Van Lay était absolument hors de lui-même, dans un accès de fureur noire. Plus fort et plus adroit que son adversaire, il lui portait des coups terribles, sous lesquels l'autre s'écrasait comme sous des coups de massue. J'essayai vainement, avec l'autre témoin, d'intervenir pour faire cesser la lutte, mais Van Lay, fou de rage et fort comme un taureau, frappait toujours jusqu'à ce que son adversaire, les yeux pochés et la figure ensanglantée, perdût connaissance et ne put se relever. Alors Van Lay le saisit et, le balançant au bout de ses bras, le lança sur la neige durcie et glacée qui recouvrait le sol. Le pauvre diable était sans connaissance, et le sang lui sortait par le nez et par les oreilles. Van Lay allait de nouveau se précipiter sur sa victime lorsque nous nous jetâmes sur lui, et c'est avec la plus grande peine que nous réussîmes à empêcher un meurtre. Jamais je n'avais vu un homme aussi fort dans une fureur aussi terrible. Il se calma cependant après quelques instants et s'enfuit comme un fou à travers la forêt. Mon compagnon se rendit au chantier pour obtenir un traîneau afin de transporter le corps inanimé de notre camarade. Bien que nous fussions au mois de février et en pleine forêt, très éloignés de toute habitation, Louis Van Lay disparut du chantier. Je l'ai revu hier pour la première fois depuis cette époque mémorable, car aucun de nous ne savait ce qu'il était devenu. Le pauvre homme qui l'avait presque assommé resta pendant longtemps entre la vie et la mort, et nous le ramenâmes au printemps dans un pitoyable état pour le renvoyer dans sa famille. J'ai appris depuis qu'il s'était rétabli et qu'il avait fini par épouser celle pour qui il avait failli sacrifier sa vie. Le magistrat, le curé et le notaire, après avoir écouté attentivement cette histoire, se consultèrent longuement et finirent par décider qu'en vue du caractère irascible du père Louison, de ses colères terribles et de sa force herculéenne, il fallait en faire un exemple et le traduire devant la cour criminelle qui siégeait à Sorel. Le bailli recevrait des instructions à cet effet. Chapitre 6. Lorsque le représentant de la loi se rendit le lendemain matin pour opérer l'arrestation de Louis Van Lay, il trouva la cabane vide. Le vieillard, pendant la nuit, avait disparu, en emportant dans son canot ses engins de chasse et de pêche. Personne ne l'avait vu partir, et l'on ignorait la direction qu'il avait prise. Quelques jours plus tard, le capitaine d'un bateau de L racontait que, pendant une forte bourrasque de nord-est, il avait rencontré, sur le lac Saint-Pierre, un long canot flottant au gré des vagues et des vents. Il avait cru reconnaître l'embarcation du père Louison, mais le canot était vide et à moitié rempli d'eau. Fin de la section 5. Fin de la chasse-galerie, légende canadienne de Honoré Beaugrand. Enregistré par Aldor. Cet enregistrement fait partie du domaine public.